Oui, merci, Monsieur le Président. Bon, pardon, mais j'allais m'exprimer au nom du groupe Renaissance, mais je vais d'abord quand même répondre à Alain, en deux temps. Alain Bachet, Monsieur le Président. Lui dire que j'étais d'accord avec lui sur l'image qu'a pu donner l'Assemblée nationale à l'occasion du débat sur les retraites. D'ailleurs, le président du groupe communiste à l'Assemblée nationale, André Chassaigne, député du Puy-de-Dôme, a eu des mots très forts pour dire qu'il était à la fois choqué, humilié, qu'il considérait que le comportement était inacceptable. Il ne renvoyait pas dos à dos les partis politiques. Il citait un parti politique en particulier, et celui de Jean-Luc Mélenchon, c'est aussi bien être clair. Et lui dire que je ne partage pas du tout les propos qu'il vient de tenir, parce que dire qu'il aimerait bien qu'il y ait plus d'argent sur la santé qu'il y en a pour la défense, enfin, il faut donner les éléments de proportionnalité de ce qu'est le budget de la France. Sur 1 000 euros de dépenses aujourd'hui, il y en a très exactement 205 euros pour la santé. 205. 35 pour la défense. 35 euros pour la défense. 205 pour la santé, 35 euros pour la défense. 262 euros, je le dis au passage, c'est notre sujet, je ne répondrai pas à ce qui a été dit sur cette question, sur ce sujet, 262 euros pour les retraites. 205 pour la santé, 262 pour les retraites, 35 pour la défense. Je pense que quand on veut parler de choses sérieuses, il faut éviter, pardon cher Alain, mais les approximations, ça n'est jamais bon et ça n'est jamais bon pour personne. Sur la question de l'ARS, du débat sur hypercentralisation, décentralisation, je le dis au président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine qui va s'asseoir, c'est que je crois que ce qui résulte de la crise sanitaire, c'est un double enseignement. C'est que l'hyperdécentralisation ne fonctionne pas, confère l'Italie, confère l'Espagne, n'a pas mieux fonctionné qu'en France. Et que l'hypercentralisation, de l'autre côté, ne fonctionne pas non plus. Ce qui fonctionne, c'est la coopération des niveaux de responsabilité. Et donc, il faut qu'on arrête dans cet hémicycle de se renvoyer systématiquement la parole de celles et ceux qui défendraient l'étatisation, celles et ceux qui défendraient les territoires. En réalité, ça ne fonctionne et ça n'a fonctionné que là où les territoires et l'État parvenaient à coopérer. Et c'est là que l'ARS est un vrai sujet. Et nous pouvons partager un certain nombre de questions qui sont posées sur cette institution qu'est l'ARS. Peut-être vous dire, Monsieur le Président, que votre courbe est quand même relativement faussée, vous me permettrez de vous le dire, sur les formations médecins et sanitaires et sociales, pour une raison très simple. C'est que depuis 1972 et jusqu'en 2021 s'appliquait le numerus clausus pour les médecins, et que par conséquent, la ligne était étale. Effectivement, l'électroencéphalogramme était plat depuis 1972 parce que le numerus clausus l'imposait. Et il l'imposait pourquoi? Parce que le lobby, disons-le, médical, et en particulier des médecins, il faut être très clair, y compris d'ailleurs à l'Assemblée nationale ou dans les gouvernements, et quels que soient les gouvernements, étaient très puissants et qu'aucune majorité n'avait eu le courage de lever le numerus clausus. Ça a été fait en 2021, je pense que c'est une bonne chose. Mais bien sûr, les conséquences positives, elles sont à 10 ans. Et donc, la question de la déprise médicale est entière. Et sur les sages-femmes, je vous rappelle, Monsieur le Président, quand même, vote unanime de tous les groupes politiques à l'Assemblée nationale, Parti socialiste, les écologistes, tous ont voté pour le transfert, ou plutôt l'intégration de la formation des sages-femmes dans les UFR de médecine, à l'université par conséquent, et tout cela 2 ans, 3 ans pour être précis, après la revalorisation de 500 € net par mois qui avait été accordé aux sages-femmes dans un accord entre le gouvernement et les syndicats. Je voulais quand même au préalable donner ces éléments. Sur la feuille de route santé, très brièvement, un accord bien sûr de notre part, il n'y a aucune raison de mégoter sur les propositions qui sont faites à travers cette feuille de route. Je pense en particulier à ce qui concerne les aides en direction des collectivités locales, la question de l'innovation en santé qui rejoint bien sûr l'objectif de souveraineté industrielle, le campus de biotechnologie régionale, une idée qui est particulièrement intéressante. Je voudrais quand même poser 3 questions. La première, c'est l'articulation de cette feuille de route, chère Françoise, avec le projet régional de santé. Je trouve que, je regrette en tout cas pour ce qui me concerne, ce qui concerne le groupe Connaissance, le décalage dans le temps entre les discussions du PRS, qui sont en cours et qui, pour son contenu, sont à venir, et le fait que nous soyons déjà appelés à voter maintenant, aujourd'hui, la feuille de route santé de la région. Il y a là un décalage de temps que je trouve
pas tout à fait efficient. Je comprends bien que chacun doit assumer ses responsabilités, mais quand on reprend ce que je disais il y a quelques instants, c'est-à-dire la coopération entre les niveaux de responsabilité, j'aurais apprécié que la région fonde sa feuille de route en parallèle de la discussion avec l'État sur le projet régional de santé. Ça m'aurait paru plus cohérent, peut-être nous indiquer par conséquent comment se font les connexions entre la feuille de route et le futur projet régional de santé, dont vous avez dit en effet qu'il sera signé à la fin, si je me souviens bien, de l'année 2023 ou au début de l'année 2024. Sur les formations sanitaires et sociales, une question, Monsieur le Président. Tous les chiffres montrent qu'il y a un très fort taux d'abandon au cours de la formation sanitaire et sociale. Les chiffres nationaux sont assez importants, 61% d'abandon dans certaines parties du territoire, 39% en moyenne, 13% de la première, entre la première et la deuxième année. Moi, je crois que là-dessus, il faut qu'on travaille ensemble, c'est-à-dire l'hémicycle régional et l'exécutif, pour trouver des options qui consistent à faire en sorte que les étudiants restent en formation et jusqu'au bout, parce qu'il y a un enjeu évidemment de les conserver, j'allais dire, dans le circuit paramédical et des soins, comme le disait Françoise Janson. Nous avons, nous, une proposition, mais nous sommes prudents, nous ne savons pas si elle est la meilleure possible. C'est la question du tutorat qui pourrait être développé, tutorat qui est défendu d'ailleurs par la fédération, proposé en tout cas par la Fédération nationale des formations en sciences infirmières que nous avons rencontrées récemment. Et puis une dernière question sur la déprise médicale. Je me demande si la région Nouvelle-Aquitaine ne peut pas aller plus loin. Et je pose cette question quand je regarde ce que fait Occitanie. Je ne cherche pas à rentrer dans une comparaison politicienne entre deux régions, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais la région Occitanie s'est fixé des objectifs en termes de recrutement sur son périmètre. Elle s'est fixé un objectif de financement beaucoup plus ambitieux sur les maisons de santé. Là aussi, nous aurions souhaité peut-être que la feuille de route soit l'occasion d'affirmer des ambitions plus fortes dans ce domaine. Et donc, nous écouterons avec attention les réponses à ces questions, mais bien sûr dans le cadre d'un vote qui sera favorable.